Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous me l'aviez demandé sous l'un de mes précédents vlogs de refaire quelques vidéos plus posées, assises, notamment des updates lecture, des recommandations de livres, etc. Je vous ai écouté et je me suis mise au travail et je suis très excitée de vous parler de tous les livres qu'il y a sur cette liste. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un genre que j'ai découvert il y a pas très longtemps, dont je suis devenue absolument fan. Il s'agit de la cli-fi. La cli-fi, qu'est-ce que c'est? C'est de l'anglais, j'ai dit que c'était un genre, mais en réalité c'est plutôt un sous-genre. C'est de la science-fiction, de la dystopie. Cli-fi, c'est pour Climate Change Fiction, donc la fiction sur le changement climatique. Et oui, j'ai fait LV1 anglais, ne me remerciez pas. C'est un genre qui va beaucoup se servir du principe de la dystopie, du post-apocalyptique, de grosses catastrophes qui viennent d'arriver, problèmes environnementaux, donc des choses qu'on connaissait déjà, mais qui va vraiment forcer sur le trait changement climatique, cause animale, écologie, comment le monde évolue, comment le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui écologiquement. C'est trop génial. Si vous êtes éco-anxieux, attention, parce que du coup c'est un peu anxiogène, sachez que je suis très éco-anxieuse. Et en fait c'est tout l'inverse, ça me fait du bien de lire tous ces livres qui imaginent différents scénarios possibles sur le changement climatique, parce que ça me permet d'avoir une espèce de sensation de contrôle et de connaissance. C'est pas juste le monde part en vrille et je sais pas ce qui se passe, c'est le monde part en vrille et j'ai différents scénarios parce que j'ai lu pas mal de bouquins dessus. Je sais pas si ça fait sens, mais en tout cas c'est devenu mon obsession, la cli-fi. Je voulais vous en parler aujourd'hui, je voulais vous parler de livres de ce genre là que j'ai lu et adoré, et de livres de ce genre là que je n'ai pas encore lu mais qui sont dans ma wishlist et que j'ai hâte de lire. Il y a beaucoup de livres en anglais parce que c'est un genre qui est devenu pas mal populaire et qui n'est pas encore forcément très traduit, je pense. Je suis pas experte, hein, je vous parle comme si vraiment j'avais fait bac+5 sur la cli-fi, pas du tout. Il y a quand même des livres traduits et pour le reste, je vais vous en parler quand même. Si vous connaissez d'autres livres qui sont dans ce genre là, qui vous font penser à cette vibes là, à cette ambiance et que je ne les ai pas cités, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit pour les autres qui vont lire les commentaires ou pour moi, parce que je suis avide de découvertes. Je pense que j'ai pas mis tous les livres de cli-fi que j'ai lus dans ma vie, parce que je pense qu'il y en a, je les ai pas mis dans cette sous-catégorie, mais ils en font quand même partie, c'en est quand même, c'est juste que je n'y ai pas pensé. Mais en tout cas, cette liste est non exhaustive et prière de la compléter en commentaire, ça serait trop cool. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à mettre un petit like et voilà, à commenter. On va commencer tout de suite par les livres qui sont dans ma wishlist, comme ça on terminera par les livres que j'ai lus et que je connais. En premier, on a The Ancients, les anciens. C'est du coup cli-fi, science-fiction, post-apo, je vous dis les grands tags qu'il y a sur Goodreads. J'ai pas lu tout le résumé parce que en fait quand je lis trop les résumés, les livres me donnent moins envie parce que je trouve qu'on en dit trop, je préfère les résumés très concis. Parfois je suis dans l'obligation de stopper moi-même le résumé, mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. C'est le monde de nos descendants qui du coup est complètement dévasté par le réchauffement climatique, et on suit plusieurs personnages. On suit un frère et une sœur qui vivent tout seuls dans un village de pêcheurs abandonnés, et ça m'a pas mal plu. Le deuxième personnage qu'on suit, je ne me souviens plus, et ensuite on suit un riche héritier qui sait pas trop quoi faire de son héritage, autant financier que patrimoine que tout ça, et est-ce qu'il doit juste en profiter pour fuir vers un espèce d'Eldorado en dehors de cette planète dévastée, ou est-ce qu'il peut peut-être essayer de faire quelque chose avec tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant. Je n'en sais pas plus, j'ai pas entendu beaucoup d'avis. Il y en a peut-être d'ailleurs qui vont me conseiller Dune. Sachez que j'ai pas très envie de lire Dune. Je pense que ça peut être trop cool, mais c'est trop énorme pour moi. C'est beaucoup trop. Les sagas, ça m'angoisse. Le livre, chaque tome est immense. Mais c'est vrai que je pense que Dune, dans une moindre mesure, peut rentrer dans cette catégorie-là. C'est de la science-fiction et il y a tout un regard et toute une critique sur l'écologie, les ressources, la planète et l'environnement. Je pense que dans une moindre mesure ça pourrait rentrer dans la cli-fi. Voilà, je suis pas une experte de science-fiction. Hein. Ensuite on a This is the Year de Gloria Munoz. C'est un livre, c'est ça qui m'a grave plu, qui d'après Goodreads est écrit dans une forme hybride entre de la prose et du vers. J'adore les livres en vers, incroyable, trop cool. Ça déjà ça m'a beaucoup plu. C'est pareil dans un monde qui est en déclin à cause du changement climatique. On suit cette adolescente qui est au lycée, c'est sa dernière année de lycée et elle sait pas quoi faire, elle a qu'une envie, c'est de tout quitter. Elle vient de perdre, si j'ai bien compris, sa sœur jumelle. Elle vient de perdre sa sœur jumelle, je me souviens plus comment. Et je crois, si j'ai bien compris, qu'elle s'adresse à sa sœur et elle lui dit qu'il faut qu'elle parte de là, elle en peut plus de rester là. Elle est pas mal tiraillée entre rester ou s'enfuir, et puis s'enfuir mais pour faire quoi et pour aller où. Donc j'aimais bien le côté
côté post-apo. J'aime beaucoup les livres post-apo, Cli-Fi et tout, où c'est vraiment genre de la survie, j'aime bien. Mais j'aime beaucoup aussi ceux où les gens font comme si de rien n'était et la vie continue. Et donc là, on suit cette lycéenne qui est dans sa dernière année, alors que c'est la cata dehors, quoi. Ça me plaît pas mal, parce que je trouve que ça a quelque chose de très réaliste. Ensuite, on a Yours for the Taking de Gabrielle Korn. Et apparemment, Gabrielle Korn est pas mal connue pour écrire de la Cli-Fi. Elle en a un autre qui s'appelle The Shutout. Mais j'ai décidé de vous parler de Yours for the Taking parce que c'est celui que je vais potentiellement essayer de lire en premier. Et donc ça, apparemment, c'est de la Cli-Fi. Il y a des personnages LGBT, je crois que c'est 2 meufs lesbiennes qu'on suit. C'est ce qui était aussi concrètement un de mes critères. On est en 2050 et on suit Ava et sa copine qui vivent dans un espèce de Brooklyn dévasté, dans ce qui reste de Brooklyn. Sauf que si j'ai bien compris, bientôt ce sera plus du tout safe de vivre tout court dehors. Et les seuls gens qui peuvent s'en sortir, c'est les gens qui ont été assez chanceux, assez riches, j'ai l'impression, pour pouvoir être admis dans un projet, The Institute Project, je sais plus comment ils appellent ça. J'ai l'impression qu'on va suivre une personne qui va être dans ce projet et une personne qui ne va pas y être et comment elle va survivre malgré ça. L'ambiance Brooklyn dévastée et les riches versus les pauvres, c'est un grand classique, mais j'ai très hâte et voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. Basiquement, j'ai réuni des livres qui ont des thématiques qui sont très similaires, donc on a l'impression dans les résumés que c'est toujours la même chose, mais je pense que ce qui me plaît dans ce genre de livre, c'est comment ils abordent les relations, comment ils abordent l'approche à l'environnement, l'espoir, où est-ce qu'ils trouvent de l'espoir, où est-ce qu'ils trouvent des solutions. D'un auteur à l'autre, ça va assez dépendre. Ensuite, on a un livre de Susanna Kwan qui est Awake in the Floating City. Donc là, on commence à arriver dans un sous-genre du sous-genre. C'est la Cli-Fi avec notamment la montée des eaux. Je me suis découvert un gros kink pour ça. Vous allez le voir dans cette vidéo, vous allez le voir. Donc le premier livre, c'est celui-ci, Awake in the Floating City. On est à San Francisco et c'est un San Francisco qui est submergé par les eaux puisque les glaciers ont fondu à cause du réchauffement climatique. Et on suit une jeune fille qui ne sait pas trop pourquoi rester. Elle trouve pas trop d'intérêt, elle est artiste, elle arrive pas à se faire un nom, elle arrive pas à se faire une vie. Ça devient de plus en plus compliqué de vivre dans ce San Francisco qui est déserté, il y a tout le monde qui a fui. Elle a perdu sa mère, elle sait pas trop si sa mère est encore vivante ou pas et elle se raccroche un petit peu à l'espoir que sa mère soit encore vivante. Et un jour, elle va recevoir sous sa porte le petit mot d'une dame qui vit dans son immeuble et qui a 130 ans, je crois, qui a besoin qu'on prenne soin d'elle et qui ne veut absolument pas quitter San Francisco parce que même si la ville est complètement sous les flots, c'est ce qu'elle a toujours connu. Elle ne veut pas quitter, elle peut pas se résoudre à fuir. Cette jeune fille qu'on suit, cette artiste, trouve enfin une raison de rester, de pas fuir, et donc elle va le faire. Donc on suit un petit peu leur parcours, leur relation, de ce que j'ai compris. Je pense que ça peut être cool parce que ça peut aborder ce truc de la difficulté de partir même quand le drame il est à nos portes. Dans un monde qui part complètement en vrille, ça peut faire du bien d'avoir des raisons de s'attacher, même à un environnement complètement catastrophique. Donc je suis assez curieuse et vraiment je vous l'ai dit, la montée des eaux c'est devenu mon nouveau kink dans la littérature. Je pense que c'est presque exutoire parce que du coup ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose qui est possible même quand on fonce droit dans le mur, parce que ça me rend très anxieuse. J'aimerais vraiment qu'on ne fonce pas droit dans le mur, j'aimerais vraiment que les politiques... Bon bref, on n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler de livres, mais j'aimerais bien que hop, on les prenne, on les mette à la poubelle et on fasse quelque chose de mieux avec ce qu'on a de notre monde et de notre société. Quelque chose de complètement différent qui pourrait potentiellement essayer de limiter la casse, parce que là on va pas se mentir, on va pouvoir sauver personne. Mais je pense que comme c'est pas le cas et qu'on fonce droit dans le mur, ça me fait du bien de lire des livres où ça a foncé droit dans le mur et de voir ce qui se passe après en fait, d'essayer de concevoir ce qui se passe après. Je pense que ça me fait beaucoup de bien. Je sais pas si c'est un sentiment qui vous parle aussi, je sais pas ce que vous pensez de la Cli-Fi, si ça vous angoisse, si ça vous plaît, si ça vous permet juste de vous évader et que vous prêtez pas trop attention au reste. On reste sur cette histoire de Il y a de la flotte partout avec All the Water in the World de Erin Caffel. Pardonnez mon accent, pardonnez les noms qui sont écorchés. Donc là on est à New York, même scénar, la montée des eaux, et on suit des gens, je sais plus si c'est des gens qui vivent dans le même immeuble ou si c'est genre une famille, je sais plus trop, qui ont un petit peu établi leur QG sur les toits du New York Museum et du National History Museum. C'est un peu la survie, faut aller se promener pour trouver de quoi manger, etc. Et leur but en fait c'est de protéger des œuvres qu'il y a dans le musée, d'être un peu les gardiens de ça. Et c'est très inspiré de, si j'ai bien compris dans le résumé, de choses qui ont pu se passer en Irak ou à Leningrad. Pareil, en temps de catastrophe, il y avait des gens quand même qui se disaient bon ben oui on fuit, oui c'est la catastrophe, mais attendez parce qu'il faut absolument que je récupère cette pièce d'art, cette pièce de collection pour la préserver. Et finalement on voit à quel point c'est important tout au long de l'histoire où grâce à l'art on a réussi à comprendre des choses du passé, on a réussi à avoir des pièces intactes d'une époque particulière qui nous a appris beaucoup de choses,
qui nous ont appris beaucoup de choses, mais que c'est pas forcément toujours la première chose qu'on pense à sauver. Ça pose la question de, dans des temps catastrophiques, qu'est-ce qu'on est prêt à sauver, quelles pièces culturelles, si on sauve des pièces culturelles, on est prêt à sauver, et pourquoi, et qu'est-ce que ça peut apporter au futur. Donc je trouve que c'est assez intéressant, et c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que tous ces livres, ils ont des thématiques et des résumés qui peuvent sembler vraiment très similaires, et en fait ça va être dans la manière de les aborder que ça va être assez différent, je trouve. Le dernier qui est dans ma wishlist, et après je vous parle de livres que j'ai déjà lus pour le coup, c'est Wild Dark Shore de Charlotte McConaghy. Cli-fi ou pas Cli-fi, ça me paraît un peu Cli-fi dans le résumé, dites-moi si jamais vous savez. On suit une famille qui vit sur une petite île complètement isolée. Ils ont totalement leur routine, ils ont des moyens de survie et voilà, ils trouvent leur nourriture. Et ils sont tout seuls et ils savent pas trop, ils ont pas trop de lien avec le reste. Et un jour, il y a une femme qui s'échoue sur le rivage et du coup ça va être... C'est vendu comme un thriller, donc je pense qu'il y a cette histoire de savoir d'où vient cette femme, qui elle est et eux-mêmes pourquoi ils sont seuls sur cette île. Et apparemment, dans le résumé, c'est écrit qu'il y a une grosse tempête qui se prépare. Donc ça me donne vraiment une impression de survie et de fin du monde et d'isolement, et c'est pour ça que j'ai mis ça dans Cli-fi. Et le livre m'a été recommandé quand j'ai lu d'autres livres de ce type-là. Pareil, vous voyez, il y a un gros truc sur l'eau, la tempête et tout. Et vous allez le voir dans les autres livres que je vais vous présenter tout de suite, puisque désormais on passe au livre de Cli-fi que j'ai lu. La 5e saison de N.K. Jemisin, vous en avez déjà probablement beaucoup entendu parler. C'est un livre voilà, qui a déjà fait ses preuves, je pense, dans le milieu. C'est la trilogie des livres de la Terre fracturée. Le premier tome, c'est la 5e saison. C'est hyper intéressant. On suit 3 femmes différentes qui sont à des âges différents de leur vie. On suit une toute jeune fille, une jeune adulte et une femme qui voilà, a des enfants et qui a déjà traversé pas mal de choses. On est dans un monde qui a été pas mal ravagé par le climat. Et de temps en temps, il y a ce qu'on appelle la 5e saison. Et là, c'est assez terrible. C'est assez ravageur pour les villages. Les gens vivent dans des toutes petites communautés, qui peuvent être plus ou moins petites, mais il y a beaucoup de gens qui vivent dans des toutes petites communautés, des petits espaces. Il y a des gens qui ont des pouvoirs magiques. Je sais plus comment on appelle ces gens-là. Des orogènes, j'ai envie de dire. Parce que je vous dis, je l'ai lu il y a un moment. Et ces gens-là, ils sont à la fois très très utiles pour gérer les éléments et donc gérer les 5e saisons, les ouragans, les tremblements de terre, etc., etc. Et en même temps, c'est extrêmement régi par les autorités et ces gens-là doivent être un petit peu parqués dans une sorte d'école, puis ils doivent travailler au sein des autorités. Si on en voit qui sont pas forcément sous l'égide de l'État, on va s'en charger. Les 3 femmes qu'on suit, elles ont ces pouvoirs-là et on suit leurs différents parcours. Étant donné qu'elles sont chacune à des stades de vie différentes, on va en suivre une qui est toute jeune et qui découvre ses pouvoirs, une qui est vraiment en train de faire une formation avec un partenaire parce que du coup il y a aussi ce truc de les laisser juste entre eux, et une qui est adulte et qui vient de perdre sa fille parce que son mari s'est rendu compte qu'il était marié avec une orogène et de rage il a tué la petite fille qui devait probablement l'être aussi. Non, le petit garçon, il a tué le petit garçon, je l'ai lu il y a un moment. Donc voilà, c'est super intéressant et en fait c'est un espèce de mélange de science-fiction et de fantasy puisqu'il y a quand même cette histoire de pouvoir magique. En même temps il y a cette histoire on semble être dans un futur plus ou moins proche, voilà, avec une planète qui est dévastée par les éléments et qui est très caractérielle en termes de météo et d'environnement. C'est vraiment super chouette. Les chapitres sont très longs, très denses. Franchement, c'est pas avec ça que je conseillerais de se lancer dans la fantasy ou la science-fiction, mais j'en ai un excellent souvenir. Ensuite, j'ai un livre qui ne fait pas l'unanimité du tout, mais je continue à en parler parce que moi je l'ai vraiment adoré. Et c'est un livre qui est dans une vibe que j'adore. Donc si vous avez d'autres livres de ce genre-là à recommander, allez-y. Il s'agit de Le Sanctuaire de Laurine Roux. On est dans un futur proche et il y a une maladie qui a complètement décimé la population et cette maladie, elle a été transmise par les oiseaux. Donc il y a toute une crainte par rapport aux oiseaux. Quand les personnages voient des oiseaux, ils veulent les tuer, ils sont dans un espèce de défi, de confrontation, de conflit. Et l'histoire nous est racontée du point de vue d'une petite fille qui vit avec ses 2 parents et sa sœur. Alors je dis petite, je crois qu'elle est adolescente au moment de l'histoire. Ils vivent tout seuls, reclus dans la forêt, parce que c'est très dangereux d'aller... Il y a des clans. Les gens se battent pour trouver un peu d'essence, les gens se battent pour trouver des conserves dans les maisons. Donc le père, de temps en temps, il va faire des raids. C'est vraiment très post-apocalyptique, survie. On va faire des raids dans le village d'à côté pour essayer de trouver à manger. Et cette petite fille-là, elle a pas du tout connu la vie avant. Et donc elle nous la raconte via les souvenirs que sa maman lui a donné du temps d'avant. Ce qui est déjà un regard que j'adore. J'adore quand les écrivains ça, vraiment, je suis absolument fan. Je vous avoue que je l'ai lu il y a un moment, je me souviens plus trop de l'intrigue, mais je sais que c'était un livre qui est très ambiance en fait. Il est très court et il est très ambiance. On suit cette petite fille qui a un regard assez naïf sur le monde, sur la catastrophe, sur leur environnement actuel, sur les oiseaux. Moi j'avais adoré, j'avais trouvé que c'était très poétique, très doux, assez loin des livres post-apo que j'avais l'habitude de lire,
puisqu'ils sont très reclus sur eux-mêmes et en fait quand le père il va chercher des ressources, on va pas avec lui. Donc nous on est très dans le microcosme que forment la maman et la sœur et la petite fille. Je le recommande, mais je sais qu'il a pas fait l'unanimité, donc voilà, à prendre avec des pincettes. Quasiment exactement dans le même genre, Cli-Fi, oiseau, meuf perdue toute seule et regard un peu naïf. Après nous les oiseaux de Raquel Ascound. Je l'ai lu il y a pas très longtemps et en fait je suis un petit peu... Enfin, je voulais le lire quand il est sorti parce que clairement ça me parlait beaucoup. Mais j'avais rencontré l'autrice lors d'une conférence aux Imaginales et elle avait spoilé la fin. Alors vraiment, je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je me disais, bon bah, j'ai plus trop envie de le lire. Maintenant qu'on m'a spoilé la fin, je vais attendre d'oublier. Évidemment, c'est le genre de choses qu'on n'oublie jamais. C'est à la fac, il y a un prof qui m'a spoilé un des livres de Agatha Christie parce que le mec était en mode non mais de toute façon tout le monde l'a lu. Bah non en fait, pas moi, et je comptais le lire. Et j'arrête pas de me dire ok j'attends d'oublier la fin pour le lire et je n'oublie pas parce qu'à chaque fois que je me dis ça je me rappelle de ce que je dois oublier. Donc j'ai décidé de lire Après nous les oiseaux quand même parce que j'ai décidé, voilà, y a pas de raison. Et c'était super chouette. Alors pareil, je sais que c'est un livre, c'est pas qu'il a pas fait l'unanimité mais c'est qu'il a pas eu un succès non plus de fou. Il a eu assez de succès pour être traduit donc ça déjà c'est génial. Mais j'en ai pas entendu parler énormément non plus. Alors pour moi c'est pas non plus un coup de cœur intersidéral, mais j'ai adoré l'ambiance. On est donc dans un monde qui est dévasté par, on suppose, des catastrophes climatiques, des guerres, ce genre de choses, mais beaucoup le climat, il y a pas mal eu de montée des eaux de ce que je crois comprendre. Et notre narratrice, elle est toute seule et elle parle régulièrement d'une autre personne qui était avec elle avant, mais on comprend que cette personne est décédée. Et donc elle est toute seule dans son truc et elle avance et elle voit des oiseaux et elle parle aux oiseaux. Et en fait c'est juste très contemplatif. Elle se balade dans son monde désolé en essayant d'en tirer le plus possible. Elle n'a pas grandi dans le monde d'avant la catastrophe, donc tout ce qu'elle sait de ce monde-là, c'est des choses que la personne qui était avant elle lui a raconté. Et donc pareil, il y a un espèce de regard très naïf, très ingénu sur ce monde complètement catastrophé. Ça c'est quelque chose que j'adore. Non Gavroche, monte pas là, non. Non. Gavroche. Bon. Il ne me respecte pas. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que comme elle a pas connu le monde d'avant, il n'y a pas cette espèce de vieux relent nostalgique de tout ce qui me manque, oh c'est terrible, et au contraire il y a une espèce de poésie et de mélancolie vraiment très douce de la beauté de la nature qui reprend ses droits. Elle a jamais connu personne, elle a jamais... Enfin, à part cette personne qu'elle a perdue, donc elle est triste, il y a quand même cette histoire là, elle ressent quand même le deuil, mais elle a pas dû quitter un pays, elle a pas dû quitter sa vie en catastrophe, elle a pas perdu toutes ses habitudes, elle a jamais connu internet et tout. Il n'y a pas ce truc d'être complètement dans un monde qui reprend ses droits et du coup c'est très très chouette, juste elle observe la nature et je trouve que cette poésie, cette découverte, cette beauté, cet émerveillement, ça me parle beaucoup, ça me plaît beaucoup. Donc si jamais vous avez des livres de ce genre là, n'hésitez pas. Ensuite on enchaîne avec un livre très connu dans le genre, là je vais enfoncer une porte ouverte. Il s'agit de La parabole du semeur de Octavia Butler, la suite La parabole des talents, mais je n'ai pas encore lu le deuxième, j'ai lu le premier mais pas le deuxième. Incroyable coup de cœur, ce livre est génialissime. Ça se passe, je crois que les premiers chapitres se passent en 2024 et je l'ai lu en 2024, donc c'était assez... Oulala, catastrophe. Autant un fond de crise climatique que de crise politique, mais tout est vraiment lié. Une petite communauté, un petit village avec ses proches. C'est très dangereux dehors et puis il y a un écart de pauvreté immense. Voilà, il y a des gens très très pauvres et des gens extrêmement riches. Au final, quand on se situe un petit peu entre les deux, tout moment on risque de basculer dans le très très pauvre, c'est très dangereux. Et elle a une espèce de capacité, cette jeune fille, comment ils appellent ça encore? Hyper empathique je crois. Elle ressent très 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 fort la douleur des autres quand elle en est témoin visuellement. Ce qui, je vous le donne en mille, pose beaucoup de problèmes dans un monde qui est en déclin total avec des gens qui peuvent mourir de plein de circonstances différentes. Un jour, il va se passer une catastrophe qui va faire qu'elle va devoir fuir son village et essayer de survivre sur les routes. Et donc elle va rencontrer des gens, elle va rencontrer des situations et voilà, il y a le côté survie, il y a le côté rencontre avec les gens, liens sociaux, solidarité dans la catastrophe. Et ce livre-ci, en plus, il est empreint de beaucoup de spiritualité puisqu'elle va essayer de créer toute une spiritualité autour de choses qu'elle pense et de choses qu'elle ressent qui, selon elle, pourront aider à créer un futur un peu plus positif. Encore un livre avec de la flotte, celui-là est super bizarre, c'est How to Fall in Love in a Time of Unnameable Disaster. Donc comment tomber amoureux dans une époque de désastre innommable. Moi je suis traductrice, donc voilà, le titre est vraiment quali. C'était toujours dans cette vibe de lire des livres qui se passent dans un contexte de montée des eaux. Et j'ai été extrêmement surprise par ce livre.
Il est trop bizarre, vraiment. Il y a plein de commentaires sur Goodreads qui disaient faut pas réfléchir à ce que tu lis, faut pas essayer de comprendre. C'est parfois des livres qui sont très frustrants à lire et en même temps c'est des genres de livres que j'aime beaucoup. Le genre de livre de c'est juste bizarre mais c'est bizarre. Faut accepter que c'est bizarre. Faut accepter que c'est chelou. Donc si vous n'êtes pas le genre de lecteur qui arrive à accepter qu'un livre est chelou, qui a besoin vraiment d'explications, qui a besoin de comprendre tel ou tel truc, qui aime pas les trucs vraiment genre what the fuck, passez votre chemin. Si vous aimez bien les livres un peu bizarres, je pense que c'est pour vous. On suit donc comment elle s'appelle, Mira je crois. Oui, elle s'appelle Mira. On suit Mira qui sort avec comment elle s'appelle. Elles ont toutes des prénoms qui se ressemblent, je vous jure, il y a Mira, Mia, Mi, j'arrivais pas trop à suivre. Mais du coup je me souviens plus. Bref, Mira est avec sa meuf, elles vivent ensemble dans l'appartement de la famille de sa meuf du coup. Il y a des catastrophes sur catastrophes, le monde va super mal. Petit à petit, on sent dès le début qu'il y a une ambiance très catastrophe, très fin du monde. Et on est à un moment où ils sont en train de... Il y a des couvre-feux, il y a des confinements, des quarantaines, ce genre de trucs. Et puis ils sont en train de fermer certains quartiers, de fermer certains ponts, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui s'écroulent, des bâtiments qui sont pas safe, des quartiers qui sont laissés à l'abandon. Et tous les mardis, il y a des pluies acides. Donc déjà là vous voyez à quel point c'est chelou. Tous les mardis, des pluies acides. Et c'est notamment à cause de ça que certains ponts s'effondrent, que certains bâtiments prennent feu, etc. Et donc nos deux amoureuses, elles se disputent un petit peu parce que Mira, elle veut retourner vivre avec sa mère parce que elle sait qu'après ça, ils vont couper complètement les quartiers, ils vont empêcher les gens d'aller d'un quartier à l'autre. Et donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller. Mais sa copine refuse de la suivre parce qu'elle ne veut pas quitter l'appartement de sa famille, l'appartement qu'elle a toujours connu. Donc elles sont obligées de se séparer dès le début du livre. Donc Mira arrive chez sa mère. Et là, ça va être un huis clos dans l'immeuble de Mira. On va rencontrer des fantômes. Il y a le grand-père de Mira en fantôme, il y a un cafard en fantôme, ça veut bien dire cafard, je l'ai lu en anglais. Un petit cafard fantôme, il y a un homme sans tête, et il y a des pluies acides tous les mardis. Un peu chelou. Mais à travers ça, Mira, elle va créer une émission de radio qu'elle va diffuser une fois par semaine, où elle va envoyer des messages codés à son amoureuse, dans l'espoir de la retrouver, parce qu'elle n'arrive pas à savoir si elle est encore vivante ou pas. Elle n'arrive pas du tout à avoir de contact avec son amoureuse, et même si elles se sont séparées à cause de ce contexte très très particulier, elle l'aime encore terriblement. Du coup c'est très beau. Il y a des passages qui sont un peu longs parce qu'en gros chaque chapitre on va suivre le point de vue d'un personnage différent de cet immeuble très très atypique, mais il y en a qui sont un peu longuets, un peu en mode bon ma puce on s'en fout, et il y en a qui sont extrêmement émouvants, terribles à souhait, et en fait c'est beaucoup des tranches de vie de ces gens là très chelous dans un immeuble qui essaie de survivre alors que les conditions sont super bizarres et que tous les mardis il y a des pluies acides quoi. Franchement pendant un moment je savais pas trop quoi penser de ce livre, je me disais bon j'aime bien mais il y a des longueurs, il y a des passages un peu étranges, il n'y a pas de vraie intrigue, c'est encore une fois c'est assez ambiance quoi, on est dans l'immeuble et puis faut faire attention le mardi quoi. Et il y a tout le côté bizarre de l'homme sans tête, le fantôme cafard. Et à la fin du livre je l'ai refermé et je me suis dit putain c'était bien, c'est quand même vachement bien, c'est le bizarre que j'aime bien, c'est ambiance, c'est catastrophe, et c'est un peu ce que je vous disais où c'est la fin du monde mais les gens continuent quand même à vivre comme si faut continuer à vivre quoi. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Donc c'est pas celui que je conseillerais forcément le plus de la liste, il est quand même assez bizarre mais il est vachement bien. Ensuite on enchaîne avec ma dernière lecture, en tout cas à l'heure actuelle. Il s'agit de Les Indignes de Agustina Basterica. Ça aussi c'est un livre super bizarre et c'est un livre, j'étais en plein dedans et je me disais, en fait pendant toute la première moitié du livre je me disais pas convaincue par le livre, pas convaincue par la manière dont c'est fait, par le plot, et en fait la deuxième moitié, incroyable. J'ai adoré. À la fin, j'étais en larmes, mais incroyable. On est dans un futur proche. On ne sait pas grand-chose du monde extérieur puisqu'on est dans la maison de la sororité sacrée, qui est une espèce de couvent, pour le dire vite. L'histoire nous est racontée à travers le point de vue d'une narratrice qui n'est pas nommée, mais qui vit dans ce couvent, dans cette maison de la sororité sacrée. Et elle écrit un journal, ce qui est complètement interdit, donc elle le fait à la faveur de la nuit, elle le fait avec ce qu'elle peut quand elle peut. Parfois, elle est obligée de s'arrêter en plein milieu. Dans cette maison de la sororité sacrée, il y a plusieurs catégories de personnes, c'est quasiment exclusivement des femmes, à l'exception de celui qui semble être à la tête, qui n'est pas nommé, qui s'appelle lui, qui s'appelle il, avec une majuscule, qui semble idolâtré, qu'on ne voit jamais, même elle ne le voit jamais. Donc il y a les servantes, ça c'est vraiment genre la lie de la maison de la sororité sacrée. Ensuite on a les indignes, qui vont tout faire pour pouvoir accéder au rang d'au-dessus. Et au-dessus, on a les élus et les illuminés, qui sont voilà, un espèce de grade quasi sacro-saint. Et on a la sœur supérieure qui régit un petit peu tout ça de manière assez brutale. Le livre est classé dans science-fiction et dans horreur parce qu'il y a pas mal de châtiments corporels, de choses un peu glauques, de traitements un peu mesquins envers les uns et les autres, qui sont un peu vilains. Le premier début du livre, la première partie du livre est assez lente parce que c'est juste ce personnage qui nous raconte ce qui se passe dans cette maison de la sororité sacrée, les petites
crasses que se font les unes et les autres pour essayer de gagner la course et de devenir une illuminée ou une élue. Par petites bribes, on a des morceaux de ce qui se passe à l'extérieur, voilà, ce qui pourrait se passer, mais la protagoniste n'en est pas sûre. Elle a des bribes de souvenirs qui lui reviennent d'un monde en complet déclin à cause de crise climatique et de crise politique, mais je crois qu'elle parle essentiellement de climat et d'environnement. Un jour, il se passe un événement pivot qui arrive quand même vers la bonne moitié slash après la moitié du livre, qui va précipiter les choses. Et je trouve que, en fait, c'est bizarre, mais j'aime bien la manière dont c'est écrit. J'aime bien la manière dont on nous montre vraiment petit à petit les choses. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être frustrés parce qu'on reste dans le flou pendant quand même vachement longtemps et ça peut paraître pas agréable. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à bien aimer dans les livres, de rester dans le flou pendant longtemps, de comprendre vraiment petit à petit, et quand je comprends, je suis en mode what the fuck. Je trouve qu'il y a plusieurs manières dont le récit il nous prend par surprise, des petites choses mais qui sont très chouettes. J'aime beaucoup la manière dont les émotions du personnage principal, elles évoluent petit à petit et comment elles s'éveillent un petit peu aux autres et aux liens aux autres. J'aime beaucoup ce qui est raconté de l'extérieur aussi, et vraiment la fin m'a beaucoup plu, m'a beaucoup fait pleurer. Je trouvais que c'était très très chouette. Je pense que c'est vraiment le genre de livre, je le termine, j'ai même pas encore compris la moitié de ce qui m'avait été raconté et je vais cogiter encore et encore. J'ai plutôt hâte d'y repenser, de me plonger à nouveau dans ces réflexions, de lire peut-être les avis d'autres personnes et d'essayer de comprendre des choses, de repérer des choses que j'avais pas vues. Et on va terminer avec le dernier livre de ce classement qui est un énorme coup de cœur, mais quand je vous dis énorme coup de cœur, Intergalactique, Cérémonie d'orage de Julia Arnfield. En anglais c'est Private Rights. On est donc dans un Londres qui est complètement submergé par les eaux. Il pleut tout le temps, il n'y a pas un seul jour de soleil. Quand il y a quelques minutes d'éclaircie, les gens sont très heureux, ils arrêtent de travailler, ils font la fête. Mais tout le monde continue à vivre exactement comme si de rien n'était. On va au boulot, on va à l'école, on a des apparts insalubres et on galère avec nos proprios. Et on suit trois sœurs qui n'ont plus du tout de lien les unes avec les autres et qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Sauf que au début du roman, elles apprennent que leur père, qui était un très célèbre architecte et qui a beaucoup œuvré pour faire des maisons qui résistent à l'eau, des maisons qui s'adaptent à la montée des eaux et aux pluies, etc., mais essentiellement réservées à des gens très riches. Donc leur père vient de décéder, elles doivent donc se retrouver pour l'enterrement, pour gérer un peu la maison, pour gérer l'héritage, voir il a légué quoi à qui. On découvre plein de choses, ça détricote plein de choses sur... Au début c'est quand même pas mal ambiance je trouve, mais c'est trop bien écrit. En plus la traduction était trop belle, vraiment trop contente de cette trad, elle était super belle, très poétique. Et j'adore l'ambiance de cette vie de tous les jours un peu catastrophée dans ce Londres complètement submergé et sous la flotte. J'ai adoré. Chaque sœur est très différente et vit des histoires qui sont quand même assez différentes aussi, donc ça permet de voir plein de manières d'évoluer dans ce monde en catastrophe. Il y a une réelle critique sociale, il y a une réelle critique environnementale, ça parle aussi beaucoup de famille, de daddy issue, de rapport au père, de rapport à la mère, de rapport à la parentalité, de rapport aux sœurs, et il y a aussi un peu un mystère de... Enfin voilà, il y a quand même un truc un peu mystérieux à la fin. J'ai adoré ce livre. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres livres de Cli-Fi à me conseiller, n'hésitez pas bien évidemment. Si vous avez lu certains livres de cette liste, n'hésitez pas à me le dire également. Ça me ferait très plaisir d'en discuter avec vous. Si c'est un genre qui vous plaît, qui vous tente, que vous osez pas trop quoi, vraiment n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, pour discuter un petit peu, pour récap la vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin.